Bonjour, bonjour à tous les auditeurs et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur Radio J. Nous sommes nombreux avec les auditeurs à avoir écouté des témoignages de l'histoire de nos familles, d'avoir aussi lu et partagé des pages lumineuses d'histoire de nos communautés à travers nos expériences vécues. Nous sommes nombreux aussi à avoir bu les paroles de nos parents, de nos grands-parents, nous relatant leur histoire avec ses ondes d'ombre et de lumière. Mais il demeure toujours une nouvelle histoire singulière, inédite, particulière, qui retient à nouveau notre attention. C'est cette histoire qu'on va vous dérouler devant vous ce matin dans les réponses sans tabou, l'Odyssée de Simon de Essaouira à Constantine. Jean Nakache, bonjour. Bonjour. Alors Jean Nakache, vous êtes né à Constantine, vous avez été un professeur en sciences physiques à l'Université de Paris, vous avez été conseiller des ministres en charge de la formation professionnelle et vous avez été un grand militant juif engagé dans différentes institutions juives, notamment l'UEJF, le Fonds social. Et vous publiez aujourd'hui un livre passionnant sur l'histoire de votre arrière-grand-père. Simon, l'Odyssée de Simon, de Essaouira à Constantine, paru aux éditions En Couleur. Alors Jean Nakache, pourquoi le besoin d'écrire son histoire familiale? Est-ce que c'est d'abord un hommage à votre arrière-grand-père maternel? Oui, bien sûr, bien sûr. Ma mère et ses tantes parlaient souvent de cet arrière-grand-père qui est parti d'Essaouira, qui voulait aller à Jérusalem. Vous l'avez jamais connu? Non, bien sûr, arrière-grand-père, vous vous rendez compte. Et finalement, il est arrivé à Constantine, il a rencontré une très jolie femme qui s'appelait Camra. Il en est tombé amoureux, il est resté. Donc il n'a pas atteint Jérusalem. Et curieusement, dans l'histoire que l'on lit dans mon livre, c'est Sidi Bahé, le fameux Dayan de Constantine, qui lui est parti à Jérusalem. Alors, on va dérouler cette histoire avant d'arriver à Jérusalem. Bien sûr. Votre arrière-grand-père Simon, on va dérouler cette histoire. Alors, votre livre retrace l'itinéraire de la vie familiale. On survole à travers les pérégrinations de Simon l'histoire familiale, mais aussi, ce qui est très important, ce qui est singulier et inédit, c'est qu'à chaque étape de l'histoire, il s'arrête dans différentes communautés et tout commence par d'abord Essaouira, anciennement Mogador, plus précisément dans le Mellah. Essaouira, vous dites, le paradis perdu. L'histoire débute par la décision des parents de Simon de quitter la ville pour aller à Casablanca. Oui, Casablanca a été recréée parce que Essaouira, le sultan de l'époque, a fait des mauvaises affaires, il a eu des mauvaises idées. Et il a fait en sorte que la forêt d'Arganier a été décimée. Et puis l'exportation des couleurs que faisait les Essaouira a rompu. Donc Essaouira a perdu de sa valeur. Bien qu'aujourd'hui elle est reconstruite, j'ai tombé sur le charme d'Essaouira. Et les parents sont partis, comme tous les gens d'Essaouira, à Casablanca, qui venait d'être créés par le sultan. Alors, à chaque étape de votre livre, quand vous arrivez à Essaouira, vous décrivez un peu la vie juive d'Essaouira. Alors, qui était Simon à l'époque à Essaouira? Comment se passait la vie juive à Essaouira? Avec les musulmans et avec... Écoutez, Essaouira est un cas d'espèce. C'est d'abord une ville créée pour ça, qui a été créée à l'image de Saint-Malo, mais dont on a élargi les murailles. Et la chance d'Essaouira, c'est que le sultan a permis aux Juifs de vivre à l'intérieur de la Médina. Si bien que si l'on va à Essaouira, dans la Médina, on découvre les nouvelles synagogues qu'on est en train de reconstruire aujourd'hui. Notamment le musée Chaim Zafrani, absolument, à l'initiative d'André Azoulay. Absolument. Donc, mais cette vie juive très intense, il y avait une vie juive et communautaire très intense à Mogador. Ah oui, c'est une ville où la vie juive était très intense et les relations avec les musulmans étaient très bonnes et on gagnait très bien sa vie, quoi. On gagnait très très bien sa vie. Donc c'était une ville florissante, une ville très florissante jusqu'à ce que
jusqu'au moment où elle périclite. Et donc la famille de Simon, votre arrière-grand-père, était une famille quand même relativement aisée. C'était une famille aisée qui venait donc, qui est héritière des familles espagnoles venues de la région de Séville. Et bon, et elle s'est installée là par amour parce que Essaouira ressemblait à des villes espagnoles avec leurs volets bleus et blancs. C'était très coloré. Et on retrouve aujourd'hui les murailles avec les et ça a canons. été reconstruit. Voilà, Ça a été fait de la même façon. Alors, donc l'histoire, et vous décollez votre histoire familiale avec Simon, qui décide, lui, de ne pas aller à Casablanca avec ses parents, Non. mais au contraire, son rêve de réaliser le rêve qu'avaient beaucoup de juifs marocains d'époque, aller à Jérusalem. Et donc là commence un voyage époustouflant. Ah oui, oui. Jean Nakache, Marrakech. Alors alors excusez-moi, mais je connais très très mal le périple à travers le Maroc. J'ai découvert un peu Marrakech, mais je connais très mal l'histoire. Je sais qu'il y a eu des gens de l'Alliance israélite, la famille de ma femme qui y était, mais je connais très très mal. Donc il arrive à Oujda. Oujda, il est récupéré, mais il avait hâte de continuer. Non, il est passé Marrakech, Fès. Voilà, Fès quand on Oujda. voit géographiquement du sud et vous montez vers le nord du Maroc, donc il va passer par Fès, et vous nous faites découvrir, Simon, votre Voilà, nous voilà. fait découvrir la place, le rôle, la vie intense de chaque communauté juive et leurs problèmes auxquels ils étaient confrontés et les défis auxquels ils étaient confrontés. Et on va le voir à Fès, et puis il arrive à Oujda. Et de là, il passe la frontière. Et il découvre Quel âge l'Algérie. avait-il? Comment? Quel âge avait-il, Simon? Oh ben, il devait avoir 15-16 ans, comme à cette époque-là. On est déjà un homme à 16-17 ans, quoi. On est un jeune homme, mais en même temps, il découvre la vie, et puis il est prêt, il y croit, quoi. C'est-à-dire, il avait un grand... il avait beaucoup d'admiration pour Maïmonide, qui était son maître. Donc, il voulait faire comme lui, partir du Maroc, comme Maïmonide est parti de Fès, pour atteindre Jérusalem. Et son rêve, c'était d'aller là. Et comme on lui a parlé de l'Algérie, Essaouira a été bombardé en 1944 par les bateaux français. La ville ressemble à une ville française, donc pour lui, ça a beaucoup travaillé, quoi. Ça l'a travaillé, et il voulait atteindre l'Algérie. Donc il a passé la frontière à Oujda pour atteindre Tlemcen. Mais d'où est né chez votre arrière-grand-père, votre personnage Simon, d'où est née cette envie de rejoindre Jérusalem? Est-ce que c'était une vision qui existait dans tout le judaïsme marocain, mais cette vision, à 16 ans, c'était quand même très audacieux. Oui, parce qu'il était en même temps un peu Khazan, il était adopté par sa communauté. Et c'était un beau garçon. Et c'était un très beau garçon. séducteur. Et pourtant, il n'était pas attiré par les filles jusque-là. Oui, non, mais c'était pas l'âge, mais il avait le rapport humain très à l'aise. Et d'ailleurs, donc il quitte les villes, il découvre. Et quand il arrive dans chaque ville, il découvre quoi? Une histoire. Vous racontez l'histoire de la ville, vous racontez l'histoire de la communauté, vous nous racontez l'histoire de la famille, du rabbin, mais aussi l'histoire de la France et de l'émancipation. C'est-à-dire, à travers une ville, une communauté, vous élargissez aux problèmes géopolitiques de l'époque. Et oui, parce qu'à Tlemcen, il découvre que la ville est confrontée à une pétition que leur envoie le consistoire d'Alger. Alors, expliquez-nous cette page méconnue, cette fameuse pétition qu'il fallait signer par tous les coreligionnaires. Eh bien, il y a le Napoléon III, puisqu'il s'agit de la période napoléonienne, donc du Second Empire. Et Napoléon a été déjà reçu une première fois à Alger. Il a reçu la communauté, il a reçu les femmes de la communauté. L'impératrice a reçu les femmes de la communauté. Et de là, ils ont eu l'espoir de pouvoir être émancipés de la situation de dhimmi. Leur problème, c'était là, quoi. Sortir de la situation de dhimmi. Et le consistoire d'Alger fait passer une pétition pour montrer que l'ensemble des Juifs d'Algérie étaient d'accord pour devenir français, comme à l'image des Français de France. Parce que les Français de France étaient émancipés. Je vous rappelle qu'en 1948, les Français, c'était la fin du serment de fidélité à la France. Ils étaient intégrés et déjà un homme comme Crémieux commençait à devenir un homme politique et intégré à la politique. Donc
pour eux, c'était une image à laquelle ils pouvaient espérer d'être assimilés. Voilà, donc, et ils lancent une pétition. Et la ville de Tlemcen est confrontée à cette pétition. Comment y répondre? Et c'est donc tout le débat à laquelle assiste Simon dans cette communauté de Tlemcen. Alors c'est ça qui est flamboyant dans votre livre, c'est-à-dire que peu de gens savent l'histoire de cette pétition et vous nous faites découvrir une page d'histoire qui est restée dans l'ombre. C'est ça qui est important. Et avec Simon, on va découvrir. Et comment il va influencer? Il avait une maturité politique déjà? Oui, mais en même temps, il ne pouvait pas intervenir. C'était un Marocain, donc il était étranger à l'Algérie. Il était simplement qu'un témoin qui devait en même temps peser le pour et le contre du choix des Tlemceniens. Et pourtant, on lui demande son avis. Et on lui demande son avis. C'est-à-dire le rabbin réunit la communauté, le président réunit la communauté, et il explique la problématique de cette pétition, mais il dit, on va écouter, qu'est-ce que pense un jeune Marocain? Et il demande l'avis de votre grand-père. Mais il était en âge déjà de donner un avis politique? Ah, mais parce qu'à cet âge-là, on était déjà mûr, on est considéré comme un homme. N'oublions pas que la durée de vie n'était pas très longue. D'ailleurs, Simon n'a pas vécu très longtemps non plus. Hein. Donc, on est homme très tôt et on fait carrière très tôt. Alors, il conseille, il prend une position de neutralité finalement. Oui, il est neutre, mais d'autant plus neutre que le choix des Tlemceniens est déjà arrêté. Le choix des Tlemceniens est arrêté. Il est arrêté parce que il y a eu le massacre de Mascara. Celui de signer la pétition. Ah oui, le choix est arrêté. À cause de Mascara. À cause de l'histoire. Alors là encore, voilà quelque chose qui est très méconnu, qu'on commence à en parler, c'est que Mascara, il y a eu un massacre de Juifs à Mascara. Et ce massacre de Juifs à Mascara a été perpétré d'abord par les gens de Mascara qui voulaient fuir l'arrivée des chevaliers d'Abdelkader, mais aussi et surtout par les guerriers d'Abdelkader. Mais parallèlement, est-ce qu'il y avait le ralliement déjà à la France? Des Tlemceniens. Des Tlemceniens. Ou c'est venu après le massacre? Après le massacre. Ah oui, ils ont rejoint. Voilà. Ils ont rejoint Bugeaud. Ils ont rejoint les troupes de Bugeaud. Et donc, Bugeaud les a ramenés. Dites à nos auditeurs, qui a perpétré le massacre de Mascara? C'était une communauté qui a perpétré ce massacre. Le massacre a été perpétré par les guerriers d'Abdelkader. Sous l'œil complaisant des Français. Complaisant d'Abdelkader lui-même. Ce qui est absolument qui est remarquable. C'est-à-dire que c'est quelque chose de tout à fait surprenant. Et comme Abdelkader... On le pensait comme un allié. Ah, oui, jusque-là, Abdelkader était considéré comme un homme ouvert, qui était tolérant et qui acceptait la religion juive. Et puis, l'arrivée des Français lui ont complètement bouleversé son attitude. Et à ce moment-là, il a déclaré le djihad contre les Français qui faisaient la conquête de l'Algérie. Et malheureusement, les Juifs sont hors des villes et les Juifs servent de bouc émissaire. Alors, ils se rabattent contre eux. C'était quelle date, Mascara? Alors, Mascara, je vais vous donner la date, puisque je l'ai noté exprès. Donc, Mascara, c'est vers les années 1835, autour des années 1835. Donc c'était une petite communauté juive où un massacre a été perpétré sous l'œil complaisant d'Abdelkader, qui était normalement quelqu'un qui aidait les Juifs. Et alors qu'est-ce qui se passe après, Jean Nakache? Alors qu'est-ce qui se passe après? Les Juifs de Mascara essayent eux-mêmes de rejoindre les troupes françaises. Malheureusement, suivre une troupe, c'est pas facile. Beaucoup ont péri pendant la marche des troupes pour revenir à Mascara. Et d'autre part, les Juifs de Tlemcen ont eu peur que Abdelkader passe à Tlemcen à cause de l'arrivée des Français qui bloquaient le passage à la frontière. Et à ce moment-là, les Juifs de Tlemcen ont rejoint Bugeaud. À ce moment-là, ils ont eu peur. Ils ont eu peur d'être massacrés comme les Juifs de Mascara, et ils ont rejoint Bugeaud.
Alors donc on est à Tlemcen avec votre arrière-grand-père Simon. Alors Jean Nakache, vous continuez et vous nous décrivez à Tlemcen, Oran, et vous rappelez la figure du grand rabbin Raphaël Nkawa d'Oran. Pourquoi ce Non, hommage? calme-moi, pardon, excusez-moi. Le rabbin Nkawa, c'est Tlemcen. Oui, non, mais pourquoi vous rappelez cette figure emblématique Ah, c'est du extraordinaire. judaïsme? C'est un rabbin qui mérite Une émission entière. ah oui, absolument. Il est extraordinaire parce que le rabbin Kawa a obtenu du roi de l'époque que les Juifs puissent se réfugier à l'intérieur de la ville. Tlemcen est un peu comme Essaouira. Les Juifs vivent à l'intérieur de la ville, alors que partout ailleurs, ils sont à l'extérieur de la ville, dans un ghetto. Et Ibn Khaldoun, qui est le chantre des Berbères à l'époque, disait « Il n'y a rien de pire que cette vie des pauvres Juifs qui vivent en dehors des murailles de Tlemcen et qui subissent systématiquement les razzias de toutes les tribus berbères du coin qui enviaient la richesse de Tlemcen. » Alors là, on découvre que c'est le grand rabbin Kawa qui a favorisé le retour des Juifs à l'intérieur de la muraille. Absolument, et non seulement... Et c'était un sauvetage. Non seulement c'est un sauvetage, mais seulement pour les Juifs de l'époque, mais pour tous les Juifs qui arrivaient à Tlemcen. Et les Juifs espagnols réfugiés également. Et c'est ce que nous fait découvrir votre arrière-grand-père Jean Nakache, toute la ville flamboyante de Tlemcen, Absolument. avec ses communautés, ses zones d'ombre, de lumière, et on dit Tlemcen. Mais Simon continue parce que sa vision, c'est pas de s'arrêter, mais non. il dit au rabbin, je dois partir, j'ai envie d'aller à Jérusalem, je peux pas, et il continue, et il atterrit à Oran. Oui, si vous permettez, il y a une tradition que je voudrais rappeler qui est très belle dans toutes nos communautés, c'est que le rabbin, avant que quelqu'un s'en aille, il lui donne des pièces de monnaie. Et on lui donne les pièces de monnaie pour les donner aux pauvres de la ville où il arrive. Comme ça, il a un objectif. Une tradition rabbinique. C'est une tradition extraordinaire qui existe du Maroc jusqu'à Constantine. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il quitte une ville... Il avait une pièce à remettre à Jérusalem. Il avait une pièce à remettre aux pauvres en arrivant. C'est ce qu'il devait faire en arrivant à Oran. Alors, il dit... vous appelez au Haran le paradis malheureux. Des malheureux. Pourtant, au Haran, on dit Bahia, c'était la joyeuse, la resplendissante. Pourquoi vous dites malheureux? Non, c'est le paradis des malheureux. Oui, non, mais je dis, pourquoi c'était le paradis des malheureux? Celui qui rentre à Oran, malheureux, il en ressort riche. C'était ça la tradition? C'était ce que Ibn Khaldoun disait. Et la tradition d'Oran, c'est que c'est une ville radieuse, c'était une ville formidable, sauf... Alors, cas particulier d'Oran, parce que c'est vraiment une histoire exceptionnelle, Oran. C'est une histoire incroyable. Les Juifs fuient l'Espagne. Ils arrivent à Oran. À Oran, ils s'installent. Et c'est une enclave espagnole. Et on n'applique pas le décret d'Isabelle la catholique. On attend plus d'un siècle avant d'appliquer le décret d'Isabelle la catholique. Et un siècle après, les notables d'Oran, peut-être qui cherchaient à récupérer de l'argent, appliquent le décret. Ils appliquent le décret, ils les renvoient. Et à ce moment-là, je passe sur l'histoire, à ce moment-là, il y a eu un tremblement de terre. C'est ça, le tremblement de terre. Extraordinaire. Et à ce tremblement de terre... De 1790. Absolument. Et les Juifs ne sont pas là, et même les Maures qui habitaient à Oran ne sont pas là. Seuls les habitants chrétiens espagnols subissent ce tremblement de terre. Extraordinaire. La ville détruite, un nombre de morts incroyable, et les Juifs sont sauvés de ça. Mais ça, c'était après les guerres avec les Turcs. Et alors, les Turcs n'ont jamais réussi à gagner Oran. Il est resté enclave espagnole jusqu'à la fin, quand les Français sont arrivés. Alors, nous sommes toujours à Oran, qui est une très belle ville. Et Simon, donc notre héros, s'installe avec le rabbin et découvre la communauté. Il nous fait découvrir les méandres de la vie juive à Oran. Et il décide de poursuivre. Dans votre livre, on va rapidement. Il va jusqu'à Alger. Et il arrive à Alger, il découvre la ville Jazaïr, les îles. C'était le nom de la ville. Jazaïr, avec son... Et il découvre un nouvel ami. À part le rabbin,
il rencontre celui qui allait devenir son grand ami, Ruben, mais Simon ne perd pas son objectif. C'est pas Alger qui veut s'arrêter, c'est Jérusalem. Alors qu'est-ce qui se passe à Alger? Ah ben Alger, bon, il découvre la véritable histoire d'Alger. Alors c'est vrai qu'à Alger, vous avez une communauté livournaise qui tient le haut du pavé, dont on disait qu'ils étaient épargnés, ce qui n'est pas vrai. Les Turcs les exploitaient comme les autres. Et à Alger, Simon rencontre à ce moment-là le Dayan de Constantine. Le Dayan de Constantine, qui, je ne le dis pas dans mon livre, mais il s'appelle Sidi Bahé. Sidi Bahé. Il rencontre Sidi Bahé, une figure extraordinaire, qui est l'homme rigide, l'homme qui défend la tradition juive jusqu'au bout et qui s'oppose au consistoire. Mais alors, là, ce qu'on se pose la question, vous nous faites découvrir en réalité, c'était la place et le rôle du Dayan de Constantine. Ce qu'on ne connaissait pas, on pensait, mais c'était un opposant politique, entre guillemets, qui souhaitait une indépendance halachique en refusant les décisions successives prises par la France en 1834. Alors pourquoi cette opposition aussi au consistoire du Dayan de Constantine? Eh bien, écoutez, le problème de Constantine, c'est que Constantine a été gagné à la France bien après 1934, bien après. Et c'est-à-dire que, et au fur et à mesure que les Français occupaient un territoire, ils appliquaient les règles. Quand ils arrivent à Constantine, bon, ils sont accueillis, les Français sont accueillis comme des sauveurs, et on leur applique ce qu'on appliquait à Alger. Et tout d'un coup, ce Dayan qui avait tous les pouvoirs, parce que chose extraordinaire. Même par la population musulmane. Absolument. C'est-à-dire que le statut de Dayan leur conférait le droit de gérer les conflits internes et de toute la justice dépendait du Dayan à l'intérieur de la communauté. C'était quelque chose qu'on leur concédait. Et la France avait retiré ses pouvoirs au Dayanim. Et le Dayan de Constantine se bat politiquement pour maintenir récupérer ses pouvoirs. Alors on demande aussi la vie à notre héros, Simon à Constantine, mais qui refuse de donner un avis là aussi de neutralité. Pourquoi? Parce que, dit-il, il a vécu comme un statut de dhimmi déjà à Essaouira. Et ce statut-là lui faisait interdire d'avoir un avis politique. Non seulement il pouvait pas donner son avis, mais en plus de ça, c'est vrai qu'au Maroc, ils étaient protégés du sultan, à Essaouira plus qu'ailleurs. Donc, il ne donnait pas son avis, mais il disait que la chose était possible, puisqu'il prenait l'exemple de Tlemcen, qui avait opté pour la nationalité française, et il disait, écoutez, si on devient français, il faudra faire un gros effort d'éducation. Alors on va aller vite. Simon s'installe, votre arrière-grand-père Jean Nakache s'installe à Constantine. Il passe le premier Pessah à Constantine et il est appelé le jeune Marocain. Il passe Pessah et là, il se marie avec Camara. Il a 2 garçons dont on sait que un c'est le grand-père du grand rabbin du regretté Emmanuel Chouchna, Manu Chouchna. Oui, alors sans extraordinaire, il a donc 2 générations. Une génération, comme disait laïque. Emmanuel disait, j'ai mes cousins laïcs. C'est ça. Donc c'est notre génération à nous. Et l'autre génération, son fils, c'est le Bey Yacoub Shoshana, qui est devenu grand rabbin de Bonn, qui était à Constantine d'abord. Il est allé à Bonn pour devenir grand rabbin. C'est là qu'il a connu le rabbin Naouri, le grand rabbin Naouri. Et le fils de Bey Yacoub Shoshana, son Benjamin également, est devenu grand rabbin de France, directeur de l'école rabbinique de France. Voilà, c'est un passionnant, un livre et il regagne pas la Terre Sainte, il ne gagne pas, il reste à Constantine. Et vous êtes avec nous, Jean Nakache, pour nous raconter l'Odyssée de Simon, d'Essaouira à Constantine, aux éditions En Couleur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Merci Rafi. Merci.